Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire de la Société québécoise de phytotechnologie qui s'intitule Groupe de discussion sur l'arrimage entre l'offre et la demande en végétaux. Ce sera un webinaire d'une heure incluant toutes les questions et les discussions. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Cynthia Champagne-Caron et je suis la coordonnatrice aux communications à la SQP. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la SQP, notre mission première est de promouvoir l'utilisation des phytotechnologies au Québec. Pour ce faire, on organise des webinaires, des visites techniques, des formations et des colloques. D'ailleurs, notre prochaine activité sera le 14 février et portera sur la valorisation des indigènes en bande riveraine. Pour en savoir plus sur nos activités, je vous invite aussi à visiter notre site web qui est phytotechno.com et à vous abonner à notre infolette. Vous pouvez aussi évidemment nous supporter en devenant membre de la SQP. C'est notamment grâce à vos cotisations membres que nous sommes en mesure de vous offrir un large éventail d'activités. Être membre vous donne plusieurs avantages tels que des tarifs réduits lors de nos activités payantes et la possibilité de revoir nos webinaires et colloques en primeur. Le tarif membre individuel est de seulement 50 et c'est valide pour un an. Avant de passer au webinaire, j'aimerais aussi vous présenter nos partenaires financiers sans qui on ne pourrait pas faire des activités gratuites comme celle-ci. Ce webinaire est réalisé grâce au soutien de la Caisse des Jardins du cœur de l'île, des membranes Hydrotech de EXP et de Rousseau-Lafèvre. Désolée, j'ai comme un chaton qui fait beaucoup de mauvais coups en ce moment. Sans plus tarder, je vous présente Chloé Frédette, qui est conseillère scientifique et chargée de projet à Québec vert et aussi notre très chère présidente à la SQP. Elle nous présente donc son webinaire intitulé Groupe de discussion sur l'arrimage en peuple et la demande en végétaux. C'est bon, c'est à moi? Oui, Parfait. Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, donc on est très, très contents. Je vais vous partager mon écran. Ah, attendez un petit peu, ma fenêtre n'est pas disponible. Vérifier. Moi, je ne le trouve pas, donc... Ah oui, c'est ça ici. Alors, juste pour vous mentionner aussi que je suis avec mon collègue Benoît Saint-Georges qui travaille avec moi sur ce dossier-là chez Québec vert. Donc, on va, merci Benoît. Benoît pourra Allô? intervenir là. Vous avez peut-être vu l'onglet chat n'est pas disponible. Donc, si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez les poser dans l'onglet Q&A ou questions-réponses. Soit je pourrais les prendre pendant les discussions ou sinon Benoît pourra répondre là, directement dans l'onglet questions-réponses. Pour ce qui est des questions, justement, et des interventions, là, on va essayer de les limiter à la période de discussion, mais c'est sûr que ça reste un atelier de discussion. Donc, on veut évidemment vous entendre. Vous allez voir dans la présentation, en fait, je vais vous poser des questions. Donc, vous pourrez intervenir directement là, via l'application que j'utilise, qui est le Menti. On va tout vous expliquer comment faire. Donc, vous allez pouvoir écrire vos réponses, vos commentaires. Puis, si jamais vous souhaitez intervenir à haute voix ou par l'onglet questions-réponses, vous pourrez le faire également. Juste, vous avez peut-être remarqué, là, vous ne pouvez pas vous-même activer votre micro. Donc, vous pouvez simplement utiliser la fonction lever la main dans Zoom. Et soit Cynthia, Benoît ou moi, là, on vous autorisera à ouvrir votre micro pour parler à ce moment-là. Donc, groupe de discussion sur l'arrimage entre l'offre et la demande en végétaux. On va vous faire une petite mise en contexte, pourquoi on parle de ça. Alors, voilà. Donc, pourquoi déjà, là, en fait, là, c'est sûr que nous, ce qu'on parle, c'est l'approvisionnement en végétaux pour les projets, mais particulièrement l'approvisionnement au Québec. Donc, important de se rappeler c'est quoi les avantages là, d'acheter et de vendre au Québec. On espère qu'il y a des producteurs dans la salle aujourd'hui aussi, là, parce que l'objectif, justement, c'est de parler des deux côtés là, de l'approvisionnement. Donc, s'approvisionner en végétaux localement, bien évidemment, ça favorise l'économie locale. Ça peut avoir des bénéfices environnementaux au niveau des transports et tout ça. Le fait d'avoir des végétaux qui ont eu au moins une saison de croissance au Québec,
peut faciliter les chances de survie suite à la plantation, peut favoriser là, l'adaptation aux conditions climatiques locales. Et ça permet aussi aux producteurs de développer une offre de végétaux qui est adaptée aux besoins locaux également, ce qu'on n'a pas nécessairement quand on s'approvisionne ailleurs. Du côté des producteurs, bien évidemment, l'avantage de vendre ces végétaux localement, on a toujours les bénéfices environnementaux, mais on appuie donc le verdissement euh, et les projets locaux et ça permet justement d'offrir aux intervenants québécois des produits qui sont adaptés à leurs besoins. Donc, pourquoi on parle de l'arrimage entre l'offre et la demande? Ben, c'est qu'il y a effectivement certains enjeux dont on est conscient chez Québec vert et vous aussi probablement là, depuis un certain moment. Donc, à titre d'exemple, vous avez ici là, les principales étapes de production de végétaux et à droite, les principales étapes de réalisation d'un projet de verdissement, quel qu'il soit, donc infrastructure végétalisée, verdissement et autres. Et c'est souvent au niveau des délais qu'il y a des enjeux. Donc, surtout au niveau des arbres, on sait que ça peut prendre plusieurs années pour produire un arbre de calibre moyen, par exemple, ou de grand calibre. Et au niveau des projets, là, ben, déjà, il peut y avoir beaucoup de temps qui s'écoule entre le moment où on choisit les plantes, on fait les plans de conception, et le moment où on va concrètement les commander. Souvent, ce n'est pas la même personne non plus, hein. Donc, ça va être par exemple un architecte paysagiste qui va faire les plans de plantation et c'est l'entrepreneur général qui va commander les végétaux lorsque le projet se réalise. Et les commandes se font généralement euh, pas beaucoup de temps à l'avance. Donc, on parle de 6 mois à 1 an généralement. Donc, sachant que ça peut prendre plusieurs années produire la plante, donc les producteurs doivent anticiper d'avance le besoin. Donc, il y a clairement un enjeu à ce niveau-là. Donc, vous avez ici à gauche là, le temps requis pour la production de différents types de végétaux. On voit que ça change justement selon le type de plante et selon le calibre qu'on recherche. Et au niveau des projets, ce qu'on voit aussi à droite, là, c'est qu'il y a une diversité d'intervenants. Donc, il peut y avoir plusieurs intervenants. La personne qui est à l'origine du projet n'est pas nécessairement celle qui va sélectionner les végétaux. Et il peut y avoir encore une troisième personne qui va faire l'achat des végétaux, l'implantation, etc. Donc, ça complexifie le processus. Je vois qu'il y a déjà une question de Mme Valérie Roy. Ah, et je vois aussi que le chat a été activé. Donc, vous pouvez toujours utiliser le chat également. Donc, on peut peut-être laisser la parole à Mme Roy. C'est sûr qu'on va essayer de limiter les interventions dans la mise en contexte, juste pour être sûr d'avoir le temps là, pour la période de discussion. Mais allez-y, Mme Roy, il n'y a pas de problème. En fait, la question fait juste référence à grossir l'image, c'est tout. Ah, OK. Ben, en fait, ça ne sera pas possible là, de la grossir, mais Benoît, si tu peux. Je ne sais pas si tu l'as sous la main, là, en fait, ces figures-là proviennent d'un document qu'on a réalisé, que je vais d'ailleurs vous présenter. En fait, j'ai peut-être même un code QR. Oui, ben, non, c'est ma prochaine diapo. Ben, ça va venir plus tard dans la présentation, mais Benoît, si tu as le lien, là, ces figures-là proviennent d'un document qu'on a réalisé en 2022 de mémoire, qui est un guide de bonnes pratiques sur l'approvisionnement. Donc, des bonnes pratiques à utiliser autant pour les acheteurs, concepteurs que pour les producteurs, distributeurs. Donc, c'est un document PDF qui est accessible en ligne à tous. Si jamais Benoît n'a pas le lien, là, je le trouverai tout à l'heure, puis je le mettrai dans le chat. Je vais l'avoir sous la main d'ici peu. Ce sera pas long. Euh, hop. Donc, j'ai vu rapidement qu'il y avait une main levée, mais elle semble s'être rebaissée. Donc, je vais poursuivre. Donc, sinon, si on regarde l'état de la demande, c'est sûr que nous, ce qu'on regarde beaucoup, tu sais, c'est pas nécessairement les petits projets, les projets résidentiels, on parle plus de projets d'envergure, donc par exemple des projets municipaux, des projets commerciaux, institutionnels, où il y a beaucoup de végétaux qui sont commandés et où ça peut accrocher plus. Et nous, on s'est intéressé particulièrement aux infrastructures végétalisées, puis on voit que le nombre de projets réalisés, que ce soit des plantations d'arbres ou d'autres projets plus spécifiques comme de la biorétention, des toitures végétalisées, tout ça, l'augmentation du nombre de projets est exponentielle et la plupart des municipalités ont des projets de verdissement là, pour répondre à différentes problématiques.
Donc, il y a vraiment là un accroissement de la demande euh, en ce moment. On a fait un inventaire des infrastructures végétalisées au Québec pour ceux qui seraient intéressés. Là, vous avez un petit code ici. Encore une fois, tous ces documents-là sont disponibles en PDF. Vous pouvez aussi tous les retrouver sur notre site web là, de Québec vert dans la section infrastructures végétalisées. Par contre, au niveau de l'offre, ce qu'on remarque, là, selon les données auxquelles on a accès auprès du MAPAC, c'est qu'il y a comme une stagnation du secteur de la production. Donc, le nombre de pépinières est assez stable, mais il n'y a définitivement pas une hausse. Puis, on a tendance, la production en champ a une tendance à diminuer un petit peu au profit de la production en pot. Et il y a clairement une difficulté grandissante là, à s'approvisionner localement, surtout quand c'est des gros projets, et particulièrement pour les arbres et les espèces indigènes. Donc, tout ça, c'est donc ce qu'on remarque en fait, ce que je vous ai présenté, c'est que euh, comment dire, à la base même du processus d'approvisionnement, il y a déjà des enjeux au niveau des délais de commande, du nombre d'intermédiaires, etc. Et là, l'état de l'offre et la demande vient ajouter une pression supplémentaire qui fait que l'écart se croise entre l'offre et la demande. Et donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que le potentiel de verdissement là, qui pourrait s'effectuer puisse être comblé par l'offre locale. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant par rapport à cette situation-là, donc on a déjà analysé sommairement la situation. Je dis sommairement, mais on a quand même eu de très bonnes discussions. On a consulté beaucoup de personnes et on a développé des outils préliminaires. Donc, c'est d'ailleurs le guide de bonne pratique dont je vous parlais. Maintenant, on est en phase 2. Donc là, on essaie vraiment d'aller creuser encore plus la situation. Donc, c'est quoi tous les petits détails qui complexifient cet enjeu-là? C'est quoi les solutions qui pourraient être proposées? Donc, dans la phase 1, on en avait identifié quelques-unes. En phase 2, on veut s'assurer qu'on a tout l'éventail des solutions possibles. Et surtout, on veut venir prioriser. Donc, c'est quoi les principaux freins et c'est quoi les solutions les plus prometteuses? Et ensuite, on va pouvoir entrer dans la phase 3, qui est le développement de solutions, puis la mise en place là, de ces solutions-là. Donc, comme je le disais, la phase 1 est terminée. Elle a résulté dans la production de ce guide-là. Donc, je vous laisse 2 secondes si vous voulez scanner le code QR, sinon c'est disponible en ligne. La phase 2 qui est en cours. Donc, on a des entretiens dirigés qui ont été réalisés d'ailleurs par Benoît, mon collègue. Donc, autant auprès des gens qui font des projets, qui sélectionnent et qui achètent des végétaux, que des gens qui produisent ou vendent des végétaux au Québec. On a un comité de travail à l'interne, donc encore une fois composé de différents intervenants. On réalise des groupes de discussion. Donc, il y en a eu un à l'automne-hiver là, à l'Expo Québec vert qui portait plus sur les freins. Aujourd'hui, c'est le deuxième. On va parler plus de solutions. Et tout ça va culminer avec le dévoilement d'un plan d'action pour arrimer l'offre et la demande plus tard ce printemps. Donc, je le disais, les groupes de discussion, on est actuellement dans le groupe de discussion 2. Donc, je vous fais une synthèse de ce qu'on a trouvé comme frein. Vous pourrez vous exprimer par la suite si vous pensez qu'il manque des freins dans notre synthèse, mais on est quand même allé très, très large. Donc, il y a clairement des freins au niveau des connaissances. Donc, euh, peu importe là, les intervenants, à certains niveaux, il y a parfois du manque d'expertise, notamment sur c'est quoi les processus de part et d'autre. C'est quoi les meilleurs végétaux à sélectionner, c'est quoi les meilleurs végétaux à mettre en production, par exemple. Il y a des freins administratifs. Donc, quand on passe par des processus d'appel d'offres, des fois, il y a des clauses spéciales, des fois, il n'y en a pas, des fois, c'est trop rigide. Des fois, il y a des exigences administratives à l'interne, que ce soit encore une fois de part et d'autre, qui peuvent complexifier tout ça. Les intermédiaires, donc je l'ai mentionné rapidement, mais le fait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne, donc des fois la personne qui vient acheter les végétaux n'est pas celle qui a fait la sélection au départ, donc elle n'a pas nécessairement les informations pour gérer les demandes de substitution, etc. Donc il y a vraiment un besoin de coordination dans tout ça. Au niveau des besoins, c'est que
souvent, les besoins, ben, soit ils ne sont pas bien identifiés du côté de l'acheteur, soit ils ne sont pas nécessairement communiqués au producteur. Donc, on a de la difficulté à proposer des solutions si on n'a pas les espèces demandées. Au niveau de la production, comme on ne connaît pas bien les besoins des acheteurs, on a de la misère à savoir quoi mettre en production pour anticiper la demande, etc. Au niveau des délais, donc c'est ça, je l'ai mentionné, là, la difficulté d'arrimer les délais. Donc, on sait que c'est difficile pour un acheteur de commander beaucoup de temps d'avance, puis on le comprend. Mais du côté du producteur, c'est aussi difficile de pouvoir répondre à des très grandes commandes en très peu de temps s'il n'a pas prévu sa production à l'avance. Au niveau de l'uniformité, donc ça, c'est un petit peu plus marginal, mais quand même, des fois, il n'y a pas d'uniformité au niveau des formats utilisés, des formats demandés. Donc, on utilise beaucoup les références américaines, alors que normalement, on devrait utiliser le système métrique avec les normes du BNQ, etc. Ça peut rendre difficile euh, d'avoir un lot qui est uniforme au niveau des végétaux. Et six autres freins, donc la provenance, c'est pas tout le monde donc, qui favorise l'approvisionnement local pour différentes raisons. Le fait que l'accessibilité à des gros volumes de végétaux est des fois plus facile dans des endroits qui produisent beaucoup comme l'Ontario ou des États américains, donc ça augmente la concurrence, etc. Au niveau du financement, assurément, ça peut toujours être un enjeu. Donc, les acheteurs peuvent avoir de la difficulté à prévoir les montants qu'ils vont avoir à investir dans l'achat de végétaux. Donc, ça complexifie le devancement des commandes. Les producteurs s'exposent à beaucoup de risques financiers en mettant en production des végétaux qu'ils ne savent pas s'ils vont vendre. Des fois, ça limite la prise de risque, dans le sens où on ne va pas se lancer dans une production qu'on pense qui va être populaire, mais pour finalement qu'elle ne le soit pas puis qu'on perde de l'argent. Donc, il pourrait y avoir des solutions par rapport à ça. Au niveau de la disponibilité, donc on sait qu'il y a certains végétaux spécifiques pour lesquels on manque particulièrement d'informations ou il y a euh, clairement des enjeux de disponibilité plus que d'autres. Et surtout, au niveau des acheteurs, on aimerait beaucoup avoir de l'information sur les disponibilités, alors que c'est difficile du côté de la production d'offrir des informations sur la disponibilité en temps réel parce que ça varie très rapidement, ça varie beaucoup. Communication, ben ça, c'est un élément, je dirais, transversal, là. Il manque clairement de dialogue entre les différents intervenants pour faciliter tout ça. Les réalités, donc le fait que chacun des deux parties ont des réalités particulières qui complexifient le processus et on n'est pas nécessairement au courant de part et d'autre de ces réalités-là, donc c'est difficile de s'arrimer. Et finalement, l'enjeu des substitutions, qui peut être accentué par tous les autres freins précédents, en fait, là. Donc, c'est un peu un frein qui découle d'autres freins. Mais le fait que ben, souvent, on ne va pas avoir exactement tous les végétaux qu'on recherche, mais juste quelques-uns. Donc, on va proposer des substitutions pour les autres. Donc, là, comment on propose des substitutions? Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on ne les accepte pas? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout ça, c'est clairement un enjeu. Donc, bref, comme je disais, aujourd'hui, on va plus s'attarder aux solutions. Si vous trouvez qu'il manque de freins dans ce que je viens de vous présenter, vous aurez l'occasion de le mentionner. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous pouvez aussi nous contacter pour nous en faire part. Ça va nous faire plaisir de le considérer. Mais donc, aujourd'hui, on va essayer de s'attarder plus aux solutions. Donc, ce que je vous propose, là, c'est d'aller sur l'application menti.com. Donc, vous pouvez le faire à partir de votre cellulaire ou de votre ordinateur. Vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, menti.com, vous entrez les 8 chiffres qui sont ici, le 54294326. Je vais rapidement regarder qu'est-ce qu'il y a dans le chat pendant que vous accédez à la plateforme. Je vois que Benoît a mis le lien pour le document, c'est bien. Allez-vous envoyer la présentation par courriel? Voilà, donc ça a été répondu. Parfait. Donc, c'est répondu dans le chat. Je vois qu'il y a déjà des likes sur l'application. Excellent. Donc, on va poursuivre. Je crois que sur les prochaines diapos, les informations de connexion vont rester à l'écran. Donc, si jamais vous avez manqué cette étape-là, vous allez pouvoir nous rejoindre. Donc, ben, première question, on veut savoir où vous vous situez par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous, en tant que participant, on veut savoir d'où vous venez. Là, c'est sûr, je m'attends à avoir beaucoup d'acheteurs, concepteurs
vu le profil des gens qui participent aux événements de la SQP normalement. Je vois quand même qu'on a des producteurs, donc je suis très contente. Des intermédiaires, parfait. Donc, probablement des paysagistes ou des entrepreneurs qui réalisent des projets. On a d'autres personnes également. Donc, je laisse une petite minute. Puis, juste sachez là, que nous, on prend en considération justement ce type de données-là pour analyser les résultats par la suite. Donc, si on sait que c'est principalement des acheteurs-concepteurs, bien, on va analyser là, vos suggestions en gardant ça en tête, puis peut-être qu'on ira faire des actions de notre côté après pour avoir un peu le pouls plus direct là, des producteurs-distributeurs, par exemple, ou des intermédiaires, qu'on fait d'ailleurs dans notre comité interne là, de travail. Parfait. Donc, ça bouge plus beaucoup. Donc, je considère que pas mal tout le monde a répondu. Si vous avez des problèmes à accéder au métier ou quoi que ce soit, là, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Cynthia ou Benoît pourront vous aider. Il y a plein de likes. Super. Donc, première question, donc un peu pour la mise en contexte, justement, là, quelle importance portez-vous à cet enjeu-là? Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, j'imagine que vous êtes conscient au moins un peu qu'il peut y avoir un enjeu. Est-ce que selon vous, il est très, très important, il est majeur? Est-ce que c'est un enjeu qui est modéré? Ou est-ce qu'au contraire, là, c'est un enjeu qui est plus ou moins important ou qui est pas du tout présent selon vous? Combien de participants au webinaire? Ben, je pense que Cynthia va pouvoir répondre à ça. OK. Donc, la majorité d'entre vous semble trouver que c'est un enjeu majeur. Donc, c'est bien. Ça nous confirme qu'on a raison là, de travailler là-dessus. Quand même quelques personnes là, qui trouvent que c'est pas nécessairement majeur. Donc, c'est bien. Définitivement, ça veut dire qu'il y a des solutions possibles. Ça change plus trop. Donc, je crois que tout le monde a répondu. Maintenant, bon, là, je m'excuse, on va encore interrompre la discussion ben, la discussion, le partage, pour vous présenter encore quelque chose parce que au niveau des pistes de solutions, on part pas de zéro, comme je vous l'ai dit là. Euh, ben, excusez, je viens de voir un commentaire. Donc, on ne peut pas choisir plusieurs types. Donc, effectivement, vous allez voir que ça va être comme ça pour les autres questions à choix de réponse aussi. Il y a aussi des questions où vous allez pouvoir écrire du texte. Mais pour les questions à choix de réponse, malheureusement, on n'a pas l'option là, de choisir plusieurs réponses. Donc, il faut vraiment prendre la réponse qui représente le mieux euh, la, la- votre réponse, là, en fait. Donc, je comprends que ça peut être nuancé ou variable, mais essayez de prendre la réponse qui correspond le mieux à votre situation. Donc, c'est ça. Pour les pistes de solutions, on ne part pas de nulle part. On a déjà identifié des pistes de solutions. Donc, on va vouloir vous questionner sur celles-ci, savoir si elles sont intéressantes selon vous, faisables selon vous, et est-ce qu'il en manque là, dans notre liste. Donc, je vais on a regroupé les pistes de solutions. Là, il y en a plusieurs dizaines, mais on les a regroupées en je ne me rappelle plus combien, là, mais quelques catégories, là, donc une dizaine de catégories de solutions. Donc, je vais vous les présenter rapidement, puis après, on va vous questionner sur les pistes de solutions. Euh, je vais juste fermer ceci. Donc, courtage et association. Ça a été proposé donc de créer, par exemple, un service de courtage horticole qui pourrait aider à faire le pont entre acheteurs et vendeurs. Ce serait évidemment une entité publique ou non lucrative. Il y a tout aussi la question d'association entre producteurs donc, ou distributeurs. Est-ce qu'on pourrait encourager ou trouver des incitatifs ou des modes de fonctionnement qui permettraient à des producteurs de s'associer pour répondre à des grosses commandes, par exemple? On a ensuite tout ce qui est guide, répertoire et liste. Donc là, c'est vraiment développer des outils qui vont, ben, de un, informer sur les végétaux adaptés aux différents projets de végétalisation, puis qui pourront aider aussi à la gestion des substitutions, par exemple. Donc, alors, on pourrait peut-être avoir des listes qui justement, qui expliquent pourquoi on choisit telle espèce, puis dans ce cas-là, quelle autre espèce on pourrait proposer. Donc, c'est des choses qu'on peut développer. En fait, on travaille déjà chez Québec Vert sur des répertoires de végétaux qui vont être publiés l'année prochaine, mais il y a assurément peut-être d'autres outils là, qu'on pourrait rajouter.
L'évaluation de la demande, donc essayer de développer des outils pour, comme c'est écrit là, mieux comprendre les tendances. Donc, essayer de donner une meilleure idée aux producteurs, distributeurs de qu'est-ce qu'ils vont avoir à fournir dans les années à venir, même si on ne peut pas nécessairement le prévoir via des contrats. Mais donc, est-ce que c'est possible de donner plus d'informations puis de mieux analyser tout ça? Puis de l'autre côté, ben, d'essayer d'encourager les producteurs, les distributeurs à adapter leur offre. Bon, tout ce qui est communication, bien sûr. Donc, comment on peut faciliter la communication, les échanges? Est-ce qu'on peut créer des regroupements comme une table de concertation? Une idée qui ressort beaucoup, c'est de créer une genre de plateforme de communication. Est-ce qu'on ajouterait à ça des fonctionnalités qui permettraient de partager des inventaires, d'offrir des contrats, etc. Donc, tout ça est sur la table, mais donc, trouver des outils pour améliorer la communication, les échanges et favoriser les regroupements. Information sur la disponibilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir plus d'informations sur la disponibilité aux acheteurs, aux concepteurs? Donc, est-ce qu'il y a des outils qu'on pourrait venir proposer à des producteurs? Est-ce qu'il y a du soutien qu'on pourrait offrir à producteurs pour les aider à tenir des inventaires parce qu'on sait que c'est compliqué, c'est difficile, ça change en fonction du climat, des nombreuses commandes évidemment, de la mortalité, des maladies, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour faciliter tout ça? Ça peut aussi être carrément euh, ou plus simplement, je dirais, des inventaires à jour, c'est très difficile, mais est-ce qu'on peut au moins y aller avec une liste des espèces produites ou susceptibles d'être produites pour donner plus d'informations aux acheteurs, par exemple? La formation, donc que ce soit de part ou d'autre, là, est-ce qu'on peut offrir de la formation qui va renseigner sur les différentes réalités, sur les choses à considérer, sur les bonnes pratiques, etc., aux besoins des différentes personnes, à comment faire bien gérer une demande de substitution, etc. Optimiser le financement, donc permettre aux acheteurs de pouvoir prévoir peut-être plus rapide, plus en avance les budgets associés aux végétaux. Du côté des acheteurs, des producteurs, essayer que ce soit via les ministères ou autres, essayer de les sécuriser financièrement pour leur permettre de prendre un peu plus de risques sans que ça soit à leurs frais, puis que ça devienne très risqué financièrement pour eux. Améliorer la planification, donc autant de la planification de la production, mais on parle aussi beaucoup de la prévision des commandes. Donc, est-ce qu'on est capable de devancer un petit peu le moment des commandes, même si on n'est pas sûr exactement de quelles espèces, en quelle quantité? Est-ce qu'on peut réserver des lots de végétaux à l'avance, offrir des contrats de production? Tu sais, si on est une grande ville puis qu'on sait qu'on plante toujours 1000 à 1500 arbres par année, bien, il y en a une portion qu'on peut déjà prévoir à l'avance, même si on sait qu'il y aura des petits ajustements l'année même, etc. Bonifier les exigences contractuelles. Donc, quand on fonctionne par des appels d'offres et des contrats d'approvisionnement et tout ça, est-ce qu'il y a des parties de ces contrats-là qu'on peut venir bonifier? Est-ce qu'il y a des clauses qu'on peut venir ajouter euh, pour favoriser les échanges? Est-ce qu'on respecte les normes du BMQ de part et d'autre? Est-ce qu'on favorise l'approvisionnement local à même les exigences contractuelles, etc. Et voilà. Donc là, ça fait le topo de toutes les pistes de solutions qu'on a en tête. Donc là, la première question que je vous pose, puis encore une fois, je suis désolée, il n'y a pas de multiples choix de réponse. Donc, je vous invite à bien y penser. Et selon vous, quelle est la piste de solution la plus importante? Donc, peu importe combien de pistes de solutions on regarde, laquelle il faut absolument là, qu'on travaille là-dessus. Euh, donc, ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas mises en place, mais nous, on veut que vous nous aidiez à prioriser les solutions les plus importantes. C'est très varié comme réponse, j'adore ça. Pardon. Donc, je vais vous laisser le temps de réfléchir. Là, je sais que c'est très petit, donc je peux peut-être rapidement là, vous mentionner les catégories. La première, c'est tout ce qui est courtage, donc faciliter l'intermédiaire et former des associations. Le deuxième, c'est créer des outils, donc des guides, répertoires et listes. Le troisième, c'est donc tous les outils qui nous aideraient à évaluer la demande pour adapter l'offre.
Le quatrième, tous les outils de communication d'échange. Le cinquième, tous les outils pour aider à donner plus d'informations sur la disponibilité. Ensuite, on a la formation des acteurs, donc donner de la formation, développer et donner de la formation. Ensuite, on a l'amélioration du financement, l'amélioration de la planification et la bonification des exigences contractuelles. C'est vraiment super intéressant, je trouve, là. Puis on peut prendre du temps à ce stade-ci, là, si vous voulez poser des questions, émettre des commentaires, écrire dans le chat, là, allez-y, il y a pas de problème. Deux questions aussi dans la question-réponse. OK, parfait, j'allais regarder ça. Euh, je ne sais pas si j'arrive à le voir. J'arrive pas à le voir avec ma présentation. Est-ce que tu peux me les lire? Oui. Est-ce que la migration assistée des espèces est un élément considéré par les producteurs? Est-ce qu'il existe un moyen de varier la traçabilité de l'origine des végétaux? Exemple, érable rouge produit à partir d'un plant mère d'origine du centre des États-Unis. Mm, Ah, c'est vérifier la traçabilité. Ouais. Il existe Ah mm. oui. C'est une excellente question. En fait, Ouais, fait. moi, je vois deux aspects dans la question, là. Donc, le premier, c'est est-ce que les producteurs sont au courant là, du concept de migration assistée? Est-ce qu'ils sont interpellés ou sensibilisés par rapport à cet enjeu-là? J'aurais de la misère à vous répondre oui ou non, là. Faudrait les sonder par rapport à ça. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est s'assurer que ces concepts-là soient intégrés dans les documents d'information qu'on produit à leur intention, par exemple. D'après moi, ils sont sensibilisés dans une certaine mesure. Donc, je pense qu'ils sont définitivement conscients, tu sais, de tout ce qui est changement climatique et nécessité d'avoir des espèces qui, dans le futur, vont s'adapter aux conditions locales. Après ça, la migration assistée volontaire, je ne suis pas sûre là, que ça soit nécessairement connu par tout le monde. Puis sinon, l'autre aspect, c'est la traçabilité de la provenance des végétaux. C'est un excellent point parce que quand on parle de végétaux locaux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire produit de la semence à la plante localement? Est-ce que ça peut être des boutures qui ont été achetées à l'international, aux États-Unis, par exemple, et qui ont été, mais que la majorité de la croissance a été faite au Québec? À partir de combien de saisons de croissance au Québec on peut dire que c'est local? Donc, tout ça, c'est effectivement des questions qu'on doit se poser. Puis, donc, il n'y a pas de réponse là, à ce stade-ci à cette question-là. Donc, par contre, on pourrait, dans notre plan d'action, assurément mettre une action qui viserait à améliorer la traçabilité. C'est pas exclu du tout. Et pour votre information, là, Québec vert travaille sur un dossier de création d'un label Végétaux du Québec, ou à voir comment ça s'appellerait, là. Puis c'est le genre de questions définitivement que le comité de mise en œuvre de ce projet-là vont se poser. Là, pour être identifié végétaux du Québec, qu'est-ce que ça va prendre comme critère? Là, va falloir déterminer tout ça. Mais sinon, par l'entremise, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'acheteur, ben, ce que vous pouvez faire, en tant que producteur, là, ce que vous pouvez faire, ben, c'est aussi questionner vos producteurs, tu sais, ou les gens à qui vous vous approvisionnez. Si vous êtes curieux de savoir d'où ça provient, combien de temps ça a poussé au Québec et tout ça, ben, vous pouvez tout simplement poser la question aussi, là. Mhm. Puis la deuxième question, est-ce qu'il y a des stratégies dans la production en fonction des changements climatiques? Ben, une autre excellente question, là, c'est-à-dire que c'est ça, c'est particulier aussi au Québec. Puis, tu sais, j'ai pas la prétention de connaître tous les détails de la production au Québec, mais de ma compréhension, il y a très peu d'hybridation, de développement de nouveaux cultivars, de sélection des espèces et tout ça qui est fait au Québec même. Souvent, ça va être fait ailleurs. Donc, que ce soit ailleurs au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Puis d'après moi, c'est plutôt à ce niveau-là que doivent être considérés les changements climatiques, dans le sens, quand on vient de développer un nouveau cultivar d'une espèce d'arbre quelconque ou d'une espèce de plante quelconque, ben c'est là qu'il faut considérer l'adaptation au changement climatique dans les critères de sélection. Et comme on n'en fait pas beaucoup de cette sélection-là, de ce développement-là au Québec, ben, ça devient difficile pour les producteurs de vraiment s'adapter au changement climatique. Eux, ils doivent faire avec les cultivars qui ont déjà été développés. Par contre, effectivement, ils peuvent se
te questionner sur les cultivars disponibles, lesquels sont les mieux adaptés au changement climatique. Il n'y a pas de stratégie concertée, à ma connaissance, là, au niveau des producteurs pour prendre en compte ces, voyons, cet aspect-là. Mais encore une fois, c'est le genre de choses que, en tant qu'acheteur, ben, on peut demander à notre producteur s'il se questionne sur ou s'il prend ça en considération dans les espèces qu'il va produire et offrir. Puis du côté des producteurs, ben, si vous voyez que c'est présent comme demande dans vos acheteurs, ben, vous pouvez commencer à réfléchir à ça, évidemment, là. J'espère que ça répond à la question, là. Puis comme je le disais, si jamais vous voulez lever la main puis intervenir oralement, là, vous pouvez le faire aussi. Là, on va changer de question, par exemple, mais je trouve ça quand Mhm. même intéressant, là, juste pour revenir sur cette question-là, que la planification ressorte beaucoup parce que tu sais, c'est aussi beaucoup au niveau des acheteurs qu'on peut améliorer la planification. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes principalement des acheteurs, des concepteurs, donc vous seriez potentiellement ouverts à changer des choses au niveau de la planification. C'est ce que je comprends. Mais bon. On va passer à la suivante, qui est en fait un peu la même question, mais on veut savoir lequel groupe de solutions serait selon vous le plus facile à mettre en œuvre. Parce que quand on va venir prioriser les solutions, ben oui, on veut savoir lesquelles sont les plus importantes, mais peut-être qu'on va aussi en intégrer qui sont faciles. Donc, s'il y en a, puis tu sais, la combinaison de importante et facile, donc sûrement qu'on va se focusser sur ce qui est important et facile. Puis peut-être qu'après ça, on va intégrer tout ce qui est facile, même si c'est moins important, parce que ben, c'est facile. Là, quand je parle de facile, c'est lesquels, selon vous, pourraient se mettre en place rapidement, nécessiteraient pas beaucoup d'intervenants ou tu sais, comme par exemple, créer une plateforme, ça demande bon, beaucoup de travail, beaucoup de ressources, etc. Tandis que, je sais pas, moi, faire des échanges courriels avec quelqu'un, c'est peut-être plus facile. Donc, bref, quel, selon vous, serait le plus facile? Je trouve ça très intéressant là, que l'information sur la disponibilité ressorte comme facile parce que ben, il n'y a pas beaucoup de producteurs avec nous aujourd'hui, là, donc je suis pas mal sûre que la réponse serait différente si on avait beaucoup de producteurs, mais Effectivement. Pour c'est ça, quand même très, c'est très clair. intéressant là, d'avoir cette information-là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans le chat ou questions-réponses là, que j'ai pas vues? Il y avait des commentaires tout à l'heure et une question également. Est-ce que je peux me la lire? Je la vois pas, Benoît. Ouais, mais en fait, le commentaire indiquait, en somme, il s'agit de tenir compte de la trace carbone, par exemple, des arbres afin de pouvoir gérer les importations d'arbres. Ça, c'est en fonction de la traçabilité. Mhm. J'imagine qu'on parle de ça. Et également, le deuxième était, le courtage et les associations ne comprennent-ils pas une partie des autres solutions? Ben oui, absolument. La plupart des solutions sont interreliées aussi, là. Donc, c'est un excellent commentaire. Puis même chose pour les freins aussi, comme je le mentionnais. Par exemple, les substitutions, c'est un frein qui découle de d'autres freins et donc, tout ça est mélangé ensemble, là. Euh, pour ce qui est du courtage et association en particulier, ben oui, ça peut inclure d'autres solutions ou toucher à d'autres solutions, là, définitivement. Moi, j'aurais comme mon petit grain de sel à rajouter sur les premières questions qui ont été posées. Oui, Oui, c'est ça, il y avait au niveau de l'origine, de la traçabilité. Comme disait Chloé, je peux pas prétendre à connaître par cœur ou savoir exactement ce que les producteurs font, mais l'origine elle-même des arbres est parfois connue des producteurs selon l'intermédiaire avec qui ils l'emploient pour s'approvisionner. Et également, effectivement, donc c'est une information qu'ils peuvent posséder, mais qui n'est pas fréquemment demandée par l'acheteur ou fournie par le producteur. Donc, ça revient oui, toujours à demander. ouais, la Euh, planification, c'est ça. c'est ça. Et la deuxième chose que je peux vous dire par rapport au changement climatique, si on prend ça d'un autre point, d'un autre angle de vue, ce que je peux vous répondre, c'est que les producteurs sont soumis aux impacts des changements climatiques, notamment tu sais, la diminution importante de la couverture de la neige ou l'été, la disponibilité en eau, la migration des insectes ravageurs, et etc. Donc, je suis pas au courant des mesures et stratégies exactes qu'en- qu'entreprennent les producteurs, mais sont déjà obligés de s'adapter. Mm, Donc, bon point. c'est plus quelque chose comme les producteurs eux-mêmes pourraient répondre ou les experts de l'ICDO, là, par exemple. Mm, ouais.
Donc, il y a sûrement des mesures parce qu'ils sont déjà soumis à tout ça. Oui, Euh, ben c'est ça. on- Eux-mêmes doivent s'adapter au changement climatique pour leur production en champ, effectivement. Donc, c'est un bon point, d'abord. OK. Merci. euh, D'autres on a questions? un autre. Ouais, c'est ça, on a un Et j'ai autre. vu le Est-ce que c'est une chat. question? T'as-tu d'autres trucs dans la question-réponse? En fait, moi, c'est celui-là que je peux pas voir. OK. Oui, dans la question, il y en a une, dans le fond, qui dit, habituellement, les projets sont lancés dès que la subvention est confirmée, soit dans un intervalle de moins d'un an. Conseillerais-tu de contacter les producteurs avant même d'avoir reçu l'aval du bailleur de fonds, sachant que l'obtention du financement n'est pas garantie? En fait, la réponse ne sera pas définitive, donc oui ou non. C'est sûr que ça dépend aussi des modalités d'octroi de contrat. Donc, il faut, tu sais, si c'est des gros contrats puis qu'il faut y aller par appel d'offres, je ne sais pas exactement c'est quoi les règles à respecter, là. Est-ce que vous avez le droit de contacter directement le producteur avant, tout ça? Mais nonobstant ça, oui, c'est une bonne idée, c'est sûr. Pas nécessairement de lui passer la commande, mais de lui dire, hey, écoute, je travaille sur un gros projet, ça pourrait m'amener à commander beaucoup, beaucoup de plantes. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, puis là, le producteur va vous dire qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que il aimerait que vous lui confirmiez certaines choses pour qu'il puisse vous préparer, vous mettre en production des plantes? Est-ce que pour lui, c'est impossible de mettre des choses en production tant qu'il n'y a pas de confirmation sûre? Donc, tu sais, l'essentiel, c'est vraiment que vous vous parliez. Donc, oui, si vous avez la possibilité de le contacter à l'avance, moi, je pense que c'est excellent, là. C'est ça. Ça veut pas dire que vous allez, tu sais, que vous allez trouver, euh, ben, vous allez devoir trouver un compromis entre les deux, en fait, là. Ça m'étonnerait que le producteur vous dise, ah, ben oui, pas de problème, je vais te les produire. Puis si tu n'as pas le contrat, c'est pas grave, tu sais. Mais vous allez pouvoir peut-être trouver d'autres choses, d'autres solutions, qui vont vous convenir à tous les deux, en fait, là. Il y a une autre question qui est apparue également dans questions et réponses, qui est quelle place accordez-vous au gouvernement dans une éventuelle planification du secteur? Très bonne question. En fait, nous, c'est sûr que tu sais, le projet qu'on fait est financé par le ministère de l'Agriculture. Donc, puis le MACPAC est toujours impliqué dans nos actions. Le ministère des Transports, par exemple, qui est un gros acheteur, fait partie des discussions également. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, là, on a déposé en septembre passé un livre blanc sur la végétalisation. Donc, c'était des recommandations au gouvernement. Et ça incluait des actions comme des tables de concertation, etc., qui ne visaient pas nécessairement spécifiquement l'enjeu de l'arrimage, mais qui définitivement pourraient servir à traiter les enjeux d'arrimage. Donc, le gouvernement, ben, la concertation et l'action du gouvernement n'est absolument pas excluse des pistes de solutions là. Et ça fait partie des acteurs qu'on vise pour les solutions. J'ai Madame Rinfret qui qui parle de diversité génétique dans les végétaux, euh, notamment pour l'adaptabilité aux nouveaux voyons, pardon, ravageurs. Puis je rajouterais même pour la biodiversité également ou pour plusieurs aspects, effectivement, là, c'est très important d'avoir de la diversité génétique et c'est effectivement un enjeu en horticulture parce que, ben, pour plein de bonnes raisons, les producteurs travaillent souvent avec des cultivars, donc peu de variabilité génétique, parce que eux, ben, forcément, ils doivent avoir des produits qui sont, tu sais, ils doivent avoir un certain contrôle sur le produit final. Si on inclut trop de variabilité génétique, ben, c'est le consommateur qui ne sera pas content après parce que, ben, il va avoir de l'incertitude par rapport à ce qu'il va avoir. Tu sais. Fait que bref, juste pour mentionner qu'il y a vraiment des enjeux à ce niveau-là, mais qu'on est conscient de ça. Puis c'est sûr que pour certaines productions, on peut produire à partir de semences. C'est souvent une bonne solution pour augmenter la diversité génétique. Donc, à voir avec vos fournisseurs, vos producteurs, selon ce que vous désirez acheter, est-ce qu'il y a possibilité que ce soit des végétaux qui viennent à partir de semences? Dans certains cas, c'est pas possible, là, dans le sens où il y a certaines espèces qui ne se produisent pas par semence sur le marché actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est actuellement pas une pratique. Euh, mais c'est un élément intéressant, effectivement, que vous amenez. Monsieur Fortin aussi qui parle du marché là, des particuliers, des amateurs qui font effectivement une bonne partie du marché, ce qui est tout à fait vrai.
et comme quoi on devrait les sensibiliser à l'achat d'espèces et de cultivars résilients, résistants, ce qui forcerait en quelque sorte les producteurs à produire des espèces point connues, non, des espèces à, à produire moins d'espèces connues pour leur faible espérance de vie, donc par exemple des pommiers sensibles aux maladies. Euh, oui, absolument, très intéressant. En fait, c'est sûr que ça met en lumière un des enjeux au niveau des producteurs aussi, c'est que oui, on veut répondre à un marché, ben, puis ça dépend des producteurs, là, mais on veut répondre au marché euh, municipal, institutionnel, commercial, mais on veut continuer à pouvoir desservir la population locale, etc. Puis souvent, effectivement, les besoins de ces deux clientèles-là sont pas du tout ben, je dirais pas du tout, mais sont différents, définitivement. Euh, donc oui, on pourrait faire de la sensibilisation auprès du grand public, par exemple. C'est sûr que, tu sais, au niveau des producteurs, on est déjà dans la sélection des espèces les plus résistantes aux ravageurs, mais les gens continuent de vouloir des pommes. Tu sais, est-ce qu'on va complètement arrêter de produire des pommes parce que les pommes sont susceptibles aux maladies? Bref, c'est un commentaire très intéressant, puis faut y réfléchir. Là, j'ai On a peur également une autre question. Est-ce que tu qu'on voulais aille. y répondre ou Ben, poursuivre? je pense qu'on va poursuivre au moins l'exercice du menti, puis je vais Ouais. prendre les prochaines interrogations après. Hmm. Donc, merci pour vos réponses. Donc, là, c'est là que vous pouvez y aller avec du texte. Vous pouvez écrire plusieurs réponses. C'est des courtes réponses, mais vous pouvez répondre plusieurs fois. Donc, notre question, c'est est-ce qu'il y a des pistes de solutions qu'on n'a pas abordées dans le cadre du groupe de discussion jusqu'à maintenant, selon vous? Donc, allez-y, lâchez-vous là. Ben, je vois qu'Audrey-Anne a justement mentionné un commentaire en ce sens-là. Donc, elle dit une solution qui a été partagée dans le cadre de sa communauté de pratique, c'est d'inclure incluant les producteurs, qui serait de développer un réseau de cueilleurs de semences locales, OK, qui favoriserait la diversité génétique et par le fait même la disponibilité de semences indigènes provenant de communautés en milieu naturel. Super intéressant. En fait, c'est sûr que là, ça devient très spécifique, mais effectivement, tu sais, il y a plein de raisons qui font que la plupart des végétaux horticoles ne sont pas produits à partir de semences. Il y a la difficulté de production, le temps de production, c'est beaucoup plus long de produire à partir d'une semence qu'à partir d'une bouture. Il y a la variabilité qui n'est pas toujours souhaitée, mais il y a effectivement la difficulté de s'approvisionner en semences ben, tout court, puis encore plus localement. Donc, des semences locales, c'est très, très difficile à avoir là, au niveau des producteurs. Donc, pour cet enjeu-là spécifiquement, effectivement, là, de ce que tu mentionnes, Audrey-Anne, de développer un réseau de cueilleurs pourrait être très intéressant. Merci pour le commentaire. Je vois des choses qui commencent à apparaître. Créer des pépinières municipales publiques. OK, parfait. Je serais curieuse de savoir en quoi ça réglerait les enjeux, plutôt que d'avoir des pépinières privées, mais c'est tout à fait valide comme proposition. Donc, justement, on a quelqu'un d'autre là, qui parle d'avoir des pépinières municipales. Peut-être que ça faciliterait la communication, ça, j'en conviens. Euh, ah, c'est intéressant. On parle d'utiliser des surfaces végétalisées comme des bassins de rétention, qui sont de grande dimension généralement, euh, pour servir un peu de petites pépinières, en fait, là, qui pourraient aider les villes à s'autosuffire. Parc de données publiques, intéressant, où les gens pourraient informer sur les essences, les formats et les quantités plantées dans la dernière année. Donc, effectivement, ça fait partie des choses qu'on envisageait, là. Euh, c'est sûr qu'après ça, il faut que les gens aillent sur cette barre de données-là et mettent leur information, mais c'est sûr que ça pourrait grandement aider, là. On parle des espèces exotiques envahissantes, donc super intéressant, là, juste pour mentionner, on travaille, les producteurs sont déjà impliqués dans ce dossier-là et Québec vert fait des actions en fonction de ça, donc je ne m'attarderai pas trop sur le sujet, mais assurément c'est un enjeu là, qu'il faut considérer. Juste savoir là, que c'est une très faible proportion des espèces exotiques qui sont envahissantes et nuisibles, mais c'est définitivement un problème auquel il faut s'attarder.
Euh, pour les représentants des municipalités, il pourrait être intéressant d'avoir des devis de façon à pouvoir s'approvisionner chez plusieurs producteurs différents pour un même projet, assurément. Donc là, justement, on parle un peu d'association ou qu'est-ce qu'on peut faire pour s'approvisionner à plusieurs endroits pour répondre à notre demande. OK, là, on parle au niveau des stratégies de plantation. Donc, planter peut-être moins, mais mieux. Donc, ça aiderait à moins creuser l'écart entre l'offre et la demande. Documents collaboratifs, etc. Intéressant, excusez-moi. Pour échanger là, donc des bonnes pratiques et des trucs. Super. On parle aussi des espèces indigènes ici, d'accord, aussi. Parfait. On parle des clauses techniques d'achat qui permettent plus de prévisibilité. Oui, effectivement, là, donc fait que pour les appels d'offres, là, est-ce qu'on est capable de séparer l'achat de l'entrepreneur en réalisation, par exemple? On pourrait peut-être limiter les intermédiaires, avoir intéressant. On parle encore d'une banque de données, donc c'est intéressant, oui. Euh, donc, OK, mais là, oui, je viens de lire la distinction. En fait, là, on parle d'une banque de données, pas nécessairement pour les projets et les réalisés, mais plus pour ce qui a été produit. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Il y a certaines statistiques qui sont disponibles là, au fédéral, mais assurément, là, ça pourrait être bonifié grandement. On parle de faire garder la richesse génétique. Euh, ben ça, c'est un point super intéressant. Certaines pépinières m'empêchent d'acheter leurs arbres parce qu'il y a une branche croche, voire aux végétaux jetés pour des raisons esthétiques. Ça, c'est effectivement un point là, qui est intéressant parce qu'effectivement, les producteurs se doivent de respecter certains critères, notamment par les normes du Bureau de normalisation du Québec. Sinon, l'acheteur peut revenir contre eux, en fait. Fait que probablement que la pépinière que vous mentionnez, c'est une sécurité qu'ils veulent se donner. Et donc, est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus pour accepter que des arbres, entre guillemets, imparfaits, mais qui ne sont pas malades, puissent tout à fait être plantés, là, parce qu'ils restent très bons. Donc, à voir. Probablement qu'il y a des acheteurs qui, eux, au contraire, veulent des arbres parfaits. Fait que, tu sais, faut voir comment on peut concilier tout ça. On parle des banques de semences municipales et des clubs horticoles, là, comme quoi qu'il y aura un lien à faire avec ces gens-là. Parce que je ne veux pas trop dépasser le temps non plus. Euh, je crois que c'est la. Je suis pas sûre si c'est la dernière question que j'avais ou s'il y en avait une autre. Excusez. Oui, OK. Je m'excuse, là, j'ai changé rapidement. C'est juste parce qu'il nous reste comme 5 minutes, donc je veux pouvoir passer toutes les questions. Donc, vous pouvez écrire du texte ici aussi. Donc, si jamais vous n'aviez pas fini de répondre à la question précédente, vous pouvez toujours répondre ici aussi. Mais sinon, ce qu'on vous demande, c'est selon vous, est-ce qu'il y a des outils qui existent déjà? On en a déjà mentionné certains d'ailleurs, là, par le fait même, mais des outils qui existent déjà qui pourraient être soit bonifiés ou utilisés davantage et qui aideraient à répondre à ces solutions-là. Donc, est-ce que vous êtes au courant d'une plateforme qui existe déjà, d'un réseau qui existe déjà, de documents qui existent déjà qui pourraient être bonifiés ou plus utilisés? Euh, je suis pas mal sûre que c'est ma dernière question, là, donc on pourra en profiter là, si vous avez des commentaires finaux également à mettre soit dans les questions ou dans le chat, là, vous pourriez le faire à ce moment-ci. Je vois que quelqu'un mentionne que Montréal a déjà sa pépinière, mais elle n'est pas suffisante pour répondre aux besoins des plantations actuelles. Parfait. C'est sûr que nous, on représente les producteurs privés, donc pas pour dire qu'il y a un biais ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que nous, on voit des avantages à, comment dire, à s'approvisionner auprès de ces producteurs-là aussi. Mais assurément que les pépinières municipales pourraient venir combler un certain déficit ou améliorer la situation là, définitivement. Oui.
parfait. Donc, les sites Internet des pépinières, puis ça, justement, c'est le genre d'action qu'on peut faire, là. Donc, travailler directement avec les producteurs, les distributeurs pour ben, améliorer la quantité et la qualité de l'information. On parlait de traçabilité tantôt, c'est le genre d'information qu'on pourrait potentiellement rajouter. Parfait. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le question-réponse? Oui. OK. Est-ce que la MAPAC reconnaît votre filière? Reconnais quoi, pardon? La filière. Notre filière. Ben, je m'excuse, je suis pas sûre de comprendre la question. Le MAPAC, on travaille toujours en Tu... étroite collaboration, le secteur de Ouais. l'horticulture avec le MAPAC, oui. La production ornementale fait partie des productions qui sont euh, suivies par le MAPAC, si on veut, là, au même titre que les autres types d'agriculture. J'espère que ça Mhm. répond à la question. Ok. Hmm. Il y en avait-tu d'autres? Non. Parfait. Donc, on parle de créer un répertoire des espèces les plus fréquemment utilisées. OK, super. On parle de développer des petites productions horticoles en développant les subventions. Ah, parfait. J'ai d'autres réponses qui rentrent. Voilà, donc on parle encore des inventaires, effectivement, là, définitivement quelque chose à travailler, là, comme quoi on pourrait répandre plus là, le partage des inventaires, puis voir même les prévisions de production. Organisme qui permet d'aller chercher des herbes gratuitement avant le déboisement de terrain à reconstruire. OK, donc ça, ça serait potentiellement une source d'approvisionnement supplémentaire. Oui, donc là, on parle encore de système pour la mise à jour des inventaires. Excellent. Espace de référencement pour les végétaux adaptés au changement climatique qui sont peut-être moins connus ou peu produits, pour discuter de la provenance et d'adaptation. Créer un guide objectif sur les fonctionnalités, résilience, faiblesse, adaptation, changement climatique, de niche climatique des arbres plutôt que les caractéristiques, absolument. J'en profite, là, tu sais, les répertoires que je parlais qu'on est en train de travailler dessus, là, sont des répertoires basés sur les fonctions des végétaux dans les infrastructures végétalisées, là. Donc, les critères ornementaux classiques sont là, mais pas plus présents que les autres, là. En fait, là, on travaille plus sur les fonctions comme la gestion des eaux, des choses comme ça. Très intéressant. Donc, au niveau des substitutions, offrir plusieurs choix plutôt qu'un seul. Excellent. Parfait. Donc, c'est super intéressant. Donc, parfait. On a un lien qui est proposé ici, s'outiller pour mieux planter. Ah, excellent. On parle d'un livre de Bertrand Dumont, là, probablement. Benoît, je ne sais pas si tu le connais, là, mais qui pourrait être une bonne référence pour Oui, je les... le connais. Non, parfait. OK. Donc, ici, on a une recommandation à l'intention des concepteurs, donc de favoriser des petits formats et de prévoir une variété ou de prévoir une variété de formats. Évidemment, oui, c'est sûr que les petits formats sont plus rapides à produire. Donc, ça peut être une option si jamais on a des enjeux, de voir si on a la possibilité là, d'y aller vers des petits formats. Excellent. Ben, écoutez, je vais poursuivre, mais comme je vous dis, là, parce qu'il est 11 heures, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Nos coordonnées vont être à la fin de la présentation, là, mais vraiment, si vous avez l'impression que vous avez encore des choses à dire sur cet enjeu-là, je vous invite très fortement à nous contacter, là. Nous, notre but, c'est vraiment d'avoir tous les points de vue, s'assurer qu'on n'a rien oublié quand on va justement développer notre plan d'action qu'on va réaliser à partir de l'été ou de l'automne 2025. Merci beaucoup, tout le monde. C'est un peu bizarre, là. J'ai comme l'impression que c'est un échange de discussion, mais personne n'a parlé à voix haute, à part moi ou Benoît, là. Donc, j'espère que vous avez l'impression là, de bien avoir partagé vos idées, là. C'était vraiment ça l'objectif.
Donc, vous m'écrivez à moi ou à Benoît là, sans problème si vous avez d'autres choses à rajouter sur le sujet, vous avez des Mhm. questions. Merci beaucoup. Merci. Attends, je vais juste Ah oui, partager. excuse, j'imagine que tu as un petit quelque chose à partager. Ouais, on va ça. Ta, ta, ta. Partez pas, là, Cynthia Foucault, je pense. C'est presque fini. Presque. Dans le fond, ben, merci à tout le monde d'avoir été présent. C'était vraiment très intéressant. Puis si vous avez des questions ou des commentaires ou d'autres solutions, vous pouvez les apporter, bien sûr, à Chloé et Benoît pour faire améliorer les choses. Donc, pour finaliser, dans le fond, ben, notre prochaine activité, ça va être le 14 février sur la valorisation des indigènes en bande riveraine pour faire une petite continuité à ce webinaire. Donc, aussi, vous pouvez vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer et vous inscrire à nos activités. On aimerait aussi encore remercier nos partenaires financiers, donc la Caisse des Jardins du Cœur de l'Île, les membranes Hydrotech, EXP et Rousseau-Lefebvre. Et si vous n'êtes pas encore membre de la SQP, ben bien sûr, vous pouvez aller voir notre site Internet pour voir tous les abonnements. Et l'abonnement individuel est de 50 $. Et vous avez, dans le fond, vous pouvez rentabiliser votre abonnement juste en vous inscrivant à une activité de la SQP. Donc, merci à tous les participants et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine activité. Et bonne journée à tous. Journée. Merci. Merci, au revoir tout le monde.